Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo test, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la photo. Pour être plus précis, la photo sur smartphone. Et contrairement à ce que les marques veulent nous faire croire, ou plutôt ce que nous aimerions croire, plus de pixels ne rime pas avec super photo. Il y a une chose que les moins de 20 ans ne se rendent pas compte, mais les téléphones portables ont énormément évolué en l'espace de quelques années. On est passé de grosses boîtes à chaussures à des téléphones beaucoup plus compacts à la fin des années 90, puis dans les années 2000, les téléphones portables ont commencé à gagner en fonctionnalité pour servir à autre chose qu'à téléphoner. Et ils sont devenus des baladeurs de musique, des consoles de jeux et même des appareils photo. Enfin presque, parce qu'au début, les capteurs photo numériques à destination du grand public, c'était nouveau et ça coûtait assez cher. Sur un petit écran de téléphone, ce genre de cliché faisait la blague, mais lorsque l'on regardait ces photos sur un écran d'ordinateur, ça ressemblait plus à un 8 pixels. La raison principale était que la définition des caméras ne dépassait pas le mégapixel. Pour rappel, une image numérique est constituée d'éléments que l'on appelle pixels, et un pixel c'est quoi? C'est tout simplement un carré de couleur. Quand on parle de définition d'une photo ou d'une vidéo, on parle en réalité du nombre de pixels qui composent une image. Par exemple, quand on dit qu'une photo fait 1 mégapixel, ça signifie qu'il y a 1 million de pixels. A titre d'exemple, quand on parle de Full HD, c'est en réalité une image d'environ 2 millions de pixels. Donc quand on visionne une image sur un écran qui a une bien meilleure définition, on va tout simplement grossir les pixels de notre image pour l'adapter au support que l'on regarde. Et ce grossissement sera d'autant plus important qu'à mesure que notre image est faiblement définie. D'où cet effet de pixelisation que l'on peut voir sur nos vieilles photos numériques. On a donc eu dans les années 2000 une course aux mégapixels qui a été le principal, voire même le seul argument marketing pour vendre les mérites en photo de tel ou tel smartphone. Et le point culminant de cette course aux mégapixels a été atteint avec Nokia, qui dans les années 2012 ont commercialisé le 808 PureView, un téléphone doté d'un appareil photo de 41 mégapixels. Une telle définition, c'est bien lorsqu'on souhaite zoomer sur une photo, mais ça se fait au détriment du design. Parce que pour rappel, le téléphone de Nokia avait une grosse boursouflure à l'arrière, et à l'époque, comme aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme joli. Et c'est ici que j'aimerais attirer votre attention. Pour ceux qui l'ignorent, dans un appareil photo numérique, l'élément qui va recevoir la lumière pour la transformer en données numériques, c'est le capteur photo. Schématiquement, le capteur photo est recouvert de photosites et c'est eux qui vont convertir la lumière en signaux électriques. Pour une taille donnée de capteur photo, si on a un faible nombre de photosites, on obtient des images peu définies. A contrario, un nombre plus important permet d'avoir une meilleure définition de l'image, ce qui peut être très intéressant lorsque l'on veut imprimer des clichés dans un grand format ou voir les photos sur des grands écrans. Mais le paradoxe, c'est que lorsque le nombre de photosites est trop important, leur taille est tellement petite qu'ils sont plus en mesure de pouvoir capter la lumière correctement, notamment en faible luminosité. Bref, de nos jours, le nombre de mégapixels sur les appareils photo de smartphones ne veut plus rien dire. Surtout depuis que les smartphones multiplient les capteurs photo qui n'ont pas forcément les mêmes tailles et encore plus si on prend en compte le traitement logiciel qui suit derrière et qui permet d'améliorer les clichés. En réalité, le nombre de mégapixels sur un appareil photo est pertinent que si l'on a une idée de la taille des photosites. J'ai même un autre exemple qui montre que la course des mégapixels n'a pas de réel intérêt dans la grande majorité des cas, et il s'appelle l'iPhone. Ces téléphones font partie des meilleurs photophones du marché et Apple s'est contenté pendant très longtemps d'objectifs ne dépassant pas le 8 mégapixels. Et si on regarde aujourd'hui, on a du 12 et du 16 mégapixels seulement. Bon, maintenant reste à savoir pourquoi les smartphones ont de plus en plus de capteurs photo et comment choisir le meilleur photophone. Comme je l'expliquais précédemment, un appareil photo c'est un bloc composé de plusieurs éléments. Il y a le capteur photo qui va transformer la lumière en signaux électriques, mais juste avant, la lumière va traverser l'objectif qui, pour résumer, est un élément constitué de lentilles. C'est exactement le même principe que pour des lunettes ou bien une loupe. Le rôle de l'objectif, c'est de courber la lumière comme il faut pour former une image nette au niveau du capteur photo. Si vous lisez la fiche technique d'un smartphone, vous pouvez y voir deux informations qui accompagnent les caractéristiques de l'appareil photo. L'ouverture maximale désignée par un F et suivie d'un chiffre, et enfin la focale qui est exprimée en millimètres. L'ouverture, c'est tout simple. Ça indique la quantité de lumière qui rentre. Et attention, je vais vous donner une information contre-intuitive, donc soyez attentifs. Plus le chiffre est grand, et moins de lumière arrive sur le capteur photo. Un moyen mémotechnique pour retenir, c'est d'imaginer que l'on a un gâteau. L'ouverture, c'est le nombre de parts que l'on va faire. Et la quantité de lumière qui rentre au niveau de l'objectif, c'est la taille d'une seule part de gâteau. Dit autrement, on a une petite ouverture et donc moins de lumière qui arrive au capteur photo. Et à l'inverse, avec une ouverture avec un petit nombre, on aura des parts de gâteau beaucoup plus grosses. Avoir une grande ouverture, c'est utile pour deux choses notamment.
La première, c'est quand on fait des photos ou bien des vidéos en basse lumière, et la seconde, c'est pour contrôler la profondeur de champ en ayant le fameux flou d'arrière-plan. Malheureusement, avoir des objectifs lumineux sur smartphone, ça coûte assez cher. C'est pourquoi les fabricants appliquent un traitement logiciel pour avoir un rendu équivalent à une grande ouverture. Pour ce qui est des rendus photos avec cette méthode, suivant la gamme du prix du téléphone, on a des résultats qui vont de correct à bon. Pour ce qui est du bokeh en vidéo, on retrouve cette fonctionnalité uniquement sur quelques téléphones et pour le moment les résultats sont plutôt aléatoires et je vous déconseille d'acheter un téléphone uniquement pour cette fonctionnalité. Bon, j'espère que vous êtes toujours accrochés parce que là je vais vous parler de distance focale, mais promis, je ne vais pas faire de métaphore culinaire. Je simplifie pas mal les choses, mais la focale ça indique le zoom de votre objectif. Plus ce chiffre est grand et plus votre objectif zoome sur la scène. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'avoir un capteur photo à focale variable pour un prix raisonnable sur smartphone. C'est donc pour cette raison que les smartphones ont de plus en plus de caméras. Et pour ce qui est de la différence entre le nombre de mégapixels entre la caméra macro, ultra grand angle et le principal, elle se justifie par l'utilisation que vous êtes censé faire avec. Quand vous utilisez un objectif macro, c'est pour prendre en photo ou vidéo quelque chose de très proche. L'objectif va naturellement grossir l'objet. Il n'y a donc pas besoin de zoomer numériquement. Pour cette raison, les constructeurs de smartphones accompagnent ces objectifs avec des capteurs photo peu définis. Et c'est le même principe pour l'ultra grand angle. On l'utilise pour immortaliser des paysages avec un grand champ de vision. Après, on peut toujours rogner sur l'image pour avoir une scène plus serrée. Enfin, le capteur principal est généralement mieux défini que les autres, tout simplement parce qu'il est censé être le plus polyvalent. Avec lui, vous allez prendre des photos de tout et n'importe quoi et par moments vous allez vouloir zoomer numériquement pour vraiment cadrer votre photo. Lorsque le zoom se fait numériquement, le téléphone va tout simplement couper la photo et fatalement les pixels à l'image seront plus grands. Bref, avec toutes ces explications, j'espère que vous avez compris que le nombre de mégapixels seul ne renseigne pas sur la qualité de l'appareil photo. Il faut prendre en compte l'ouverture, qui est une bonne indication sur la capacité à prendre des photos en faible luminosité, mais surtout la distance focale, qui renseigne sur le champ de vision de l'objectif. Et enfin, le dernier point à prendre en compte et qui est le plus dur à appréhender est le traitement logiciel. Pour cet aspect, malheureusement, il faut prendre en main les téléphones ou bien regarder des tests. Vous avez donc maintenant les clés pour choisir votre téléphone en fonction de ses capacités photographiques. Personnellement, si vous avez un budget serré, je vous conseille de privilégier un téléphone avec un unique capteur photo de bonne qualité. Après, si vous avez un budget plus conséquent, j'ai envie de dire que qui peut le plus peut le moins. Donc prenez un smartphone avec plusieurs capteurs photo à l'arrière, mais privilégiez toujours le standard et l'ultra grand angle. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que le capteur macro est superflu sur smartphone et ne vous sert pratiquement jamais. Ceux qui ont un Oppo Find X3 Pro, n'hésitez pas à me dire combien de fois vous avez utilisé le mode microscope. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire, surtout me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. J'ai d'autres idées à aborder dans l'univers de la nouvelle technologie, notamment tout ce qui est machine learning, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour vulgariser ce domaine-là qui est vachement intéressant et qui est un peu galvaudé aussi on va dire au niveau du marketing. Et n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu comme j'ai dit, à liker la vidéo, mais vous abonner à la chaîne et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça nous aide grandement à gagner en visibilité. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.